Une jeune femme court dans une rue tranquille de la banlieue, pieds nus, pâle, épuisée. Elle ne cesse de se retourner, fréquemment, nerveusement, comme si elle craignait que quelqu'un surgisse au coin de la rue. Elle porte de vieux vêtements, manifestement pas à sa taille. Elle court vers la maison la plus proche et frappe à la porte. Silence. Elle court à la suivante, frappe à nouveau. Pas de réponse. À la troisième maison, une femme âgée ouvre la porte. La première chose qu'elle voit, ce sont d'immenses yeux effrayés et un visage qui semble avoir perdu toutes ses forces. L'inconnu demande d'appeler immédiatement la police et donne son nom. Natacha Kampusch. La femme âgée se fige. Toute l'Autriche connaissait ce nom. Près de 9 ans plus tôt, il était chaque jour aux informations, puis les recherches actives se sont essoufflées et l'affaire a été classée. La plupart s'étaient déjà fait à l'idée que Natacha ne reviendrait tout simplement pas. Mais elle est là, sur le seuil. Vivante et bien réelle. Une patrouille arrive très rapidement. Natacha est emmenée au poste de police le plus proche. Les policiers la regardent et ne parviennent pas tout de suite à faire le lien. Devant eux se trouve une femme adulte, alors que beaucoup ont encore en mémoire la photo des avis de recherche des années passées, où elle avait une toute autre apparence. Au poste, l'identification prend plusieurs heures. On vérifie d'abord une vieille cicatrice sur son bras. Ensuite, on procède à une dactyloscopie et on compare les empreintes avec celles conservées dans les archives. Plus tard, un test ADN apportera la confirmation définitive, mais après les empreintes, il n'y a plus de doute. C'est Natacha Kampusch. Elle avait disparu le 2 mars 1998 en se rendant à ses cours du matin. À l'époque, elle avait une toute autre apparence. Maintenant, devant eux, se tenait une femme adulte. 3096 jours, c'est le temps que Natacha a passé en isolement. Et tout cela s'est déroulé à seulement quelques kilomètres de chez elle. La première chose que demandent les enquêteurs, c'est l'endroit exact où elle était détenue. Natacha donne l'adresse, Einestrasse 60, à Strasshof, une banlieue tranquille de Vienne. La première chose que demandent les enquêteurs, c'est l'endroit exact où elle était détenue. Natacha donne l'adresse, Einestrasse 60, à Strasshof, une banlieue tranquille de Vienne. C'est la maison même où la police s'était rendue en 1998 lors de la vérification des propriétaires de fourgons blancs. À l'époque, cette adresse n'avait rien révélé de particulier. Et maintenant, il faut revenir en arrière, à ce matin où Natacha est sortie de chez elle et a disparu. Le 2 mars 1998, Vienne, un jour de semaine ordinaire. Dans l'appartement de la Rheinbahnweg, dans le quartier de Donaustadt, la matinée de la famille Kampusch commence. Natacha se réveille vers 6 heures. Elle doit se préparer. Elle a des cours tôt. Le trajet prend environ 12 minutes à pied. La sérénité a quitté la famille depuis longtemps. Les parents sont divorcés. Ludwig Koch vit séparément. Il est boulanger. Brigitta Sirny travaille dans une usine de couture et vit seule avec Natacha. Les relations entre les ex-époux sont tendues, mais chacun d'eux maintient un lien avec sa fille. Ce matin-là, Brigitta part pour son travail à 6 heures. Natacha reste seule, et ce n'est pas une exception, mais une habitude. Elle prépare ses affaires, prend son petit déjeuner et sort de la maison toute seule. Après 7 heures, Natacha enfile une veste rouge, jette son sac à dos sur son épaule et ferme la porte derrière elle. L'itinéraire est familier, le porche, la cour, puis les rues calmes du quartier. Le temps est maussade, mais sec, environ 5 degrés, rien qui pourrait ressembler à un avertissement. Natacha suit son chemin habituel, de la Rheinbahnweg en direction de la Wagramerstrasse, puis sur la Melanggasse, près du carrefour avec la Murstrasse, à côté du parc Ingeborg Bachmann. Il y a peu de monde. Quelqu'un promène son chien, quelqu'un d'autre se dépêche d'aller au travail. Personne ne la regarde attentivement, car dans de telles rues, chacun va qu'à ses occupations. C'est là que la matinée ordinaire prend fin. À un moment donné, un fourgon blanc s'arrête à côté d'elle. La porte latérale s'ouvre. Natacha est brusquement saisie et tirée à l'intérieur. La porte se referme. Le véhicule démarre. Tout se passe en quelques secondes. Le témoin qui assiste à la scène n'a pas le temps de réaliser l'ampleur de ce qui se passe. Il continuera son chemin
et ne racontera cela que plus tard, quand on saura que Natacha a disparu. Jusqu'à la fin de la journée, personne ne comprend immédiatement ce qui s'est passé. Natacha n'arrive tout simplement pas là où on l'attend. Les premières heures, on peut mettre cela sur le compte de 1000 raisons banales. Brigitta termine son travail vers 3 heures et rentre à la maison. L'appartement est vide. Le sac à dos n'est pas près de la porte. Les vêtements d'extérieur ne sont pas à leur place. Au début, elle tente d'expliquer cela par un simple retard. Elle commence à téléphoner. Pas de réponse. Puis, elle contacte l'école. On lui confirme que Natacha n'est pas venue aujourd'hui. Après cela, il n'y a plus de doute. Elle appelle Ludwig. Il ne sait rien non plus. Ils appellent les amis et la famille. Rien. À 6 heures du soir, un seul fait demeure. Natacha a disparu sur le court trajet entre la maison et sa destination. 12 minutes à pied. Elle n'est jamais arrivée. Vers 18h30, Brigitta se rend au commissariat de police du quartier de Donaustadt et dépose une déclaration de disparition. L'agent de service remplit le formulaire. Non. Natacha Kampusch. Signes particuliers. Une cicatrice sur le bras droit, des taches de rousseur, des cheveux châtains jusqu'aux épaules. Vêtements, une veste rouge et un jean. La déclaration est enregistrée. Les recherches commencent. Ce soir-là, Brigitta est assise au poste et attend des nouvelles. Pendant ce temps, Natacha se trouve déjà en Basse-Autriche, à Strasshof an der Nordbahn, dans une pièce cachée sous une maison privée. Un espace sans fenêtre, d'environ 1,8 mètre de large et 2,7 mètres de long. L'entrée est bloquée par une lourde porte insonorisée, dont le poids est estimé dans les publications à environ 150 kg. Natacha entend des pas à l'étage. Elle entend l'homme qui l'a enlevée se déplacer dans la maison. Et, tandis qu'à Vienne les premières vérifications sont lancées, pour elle commence une nouvelle routine, dictée par les serrures, le silence et les règles d'un autre. Cette nuit-là, au commissariat de Donaustadt, personne ne rentre chez soi. Les agents de service sont au téléphone, appelant les hôpitaux, les foyers, les services d'urgence. En parallèle, ils explorent toutes les pistes possibles dans les premières heures. Le résultat est le même. Natacha n'est nulle part. Le matin du 3 mars, le dossier est transmis à la police criminelle de Vienne. Les enquêteurs commencent par le plus simple, interroger ceux qui auraient pu croiser Natacha le matin sur son trajet. Et enfin, une information concrète émerge. Un témoin parle d'un fourgon blanc sur la Mélangas, près du carrefour avec la Murstrasse. La porte latérale s'est ouverte, Natacha a été saisie et tirée à l'intérieur, le véhicule a immédiatement quitté les lieux. Les enquêteurs demandent des détails. Blanc, sans inscription, quelque chose entre un monospace et un petit fourgon utilitaire. Des fenêtres à l'arrière peut-être teintées. Le témoin ne peut pas nommer la marque. Puis il pose des questions sur l'homme. Et là, tout devient flou. Il n'a pas vu son visage. De l'autre côté de la rue, à une trentaine de mètres, tout s'est passé en quelques secondes. Il ne reste en mémoire qu'une silhouette, un homme de corpulence moyenne, pas très grand, portant des vêtements sombres. Il ne peut estimer son âge que de manière très approximative. Pour l'enquête, c'est à la fois une chance et un problème. L'événement est confirmé, mais la description est trop générale. Cependant, c'est suffisant pour faire passer l'affaire à un autre niveau. Jusque-là, on pouvait tenter d'expliquer la disparition par des raisons banales. Maintenant, il y a une indication directe que Natacha a été emmenée contre son gré. Le 3 mars 1998, la police de Vienne lance une vaste opération de recherche avec contrôle des véhicules. Un avis de recherche est diffusé dans toute l'Autriche. Un minibus ou un fourgon blanc, probablement de marque Mercedes ou Volkswagen, conducteur, un homme d'environ 30 à 50 ans. Les patrouilles commencent à arrêter les fourgons blancs en ville. Des barrages sont installés aux sorties de Vienne. On vérifie les papiers, on inspecte l'intérieur. En peu de temps, 776 minibus et fourgons sont contrôlés. Pas une seule correspondance à laquelle se raccrocher. En parallèle, les analystes se plongent dans les bases de données. Des dizaines de milliers de minibus blancs sont immatriculés. Même après filtrage, il reste des milliers d'options. Et il y a aussi les plaques de transit, les véhicules de service, les voitures volées, les immatriculations d'autres régions. Il devient clair qu'on ne retrouvera pas la personne uniquement sur la base de la couleur et du type de carrosserie. Il faut des détails, il faut de nouveaux témoins. La police s'adresse aux habitants du quartier. Des articles paraissent dans les journaux. La photo de Natacha est montrée à la télévision.
L'émission Aktenzeichen XY, Umgelost, un format de recherche publique regardé par des millions de personnes, est sollicité. La ligne de la police est saturée d'appels. Quelqu'un a vu une silhouette similaire dans un centre commercial. Quelqu'un a remarqué un fourgon blanc dans un autre quartier. Quelqu'un apporte des suppositions et des certitudes. Tous les signaux sont pris en compte, vérifiés. Les agents se déplacent, contrôlent. Et presque à chaque fois, ils reviennent les mains vides. Une semaine passe, puis deux. Ni affaire, ni trace menant de manière certaine à un véhicule et à une personne. Le fourgon n'est pas retrouvé. Aucun nom n'apparaît. Alors, les enquêteurs commencent à consulter les listes des propriétaires de minibus blancs dans un rayon de 50 km autour de Vienne. Ce n'est plus une chasse à l'homme, mais une vérification de routine, adresse par adresse. En mars 1998, la police autrichienne se retrouve avec une liste de plusieurs milliers de noms. Tous sont propriétaires de minibus blancs immatriculés à Vienne et dans les districts environnants de Basse-Autriche. La liste ressemble à un mur. Des milliers de lignes, des milliers d'adresses, des milliers de personnes à vérifier. Les enquêteurs n'ont ni le numéro de plaque, ni une description claire du conducteur. Seulement une couleur, un type de carrosserie et la silhouette floue d'un homme d'âge mûr. Le travail suit un schéma simple. Chaque propriétaire doit être retrouvé, interrogé, et on doit vérifier où il se trouvait le matin du 2 mars. Si l'alibi est inexistant ou douteux, il faut creuser davantage. Si tout est en ordre, on le raye de la liste et on passe au suivant. Les enquêteurs se divisent en groupes. Certains travaillent à Vienne, d'autres se déplacent dans les banlieues. Chaque jour, des dizaines d'adresses, des dizaines de conversations, des dizaines de vérifications. La plupart des propriétaires sont des gens ordinaires. Des livreurs, des petits entrepreneurs, des employés de service. Ils montrent leurs papiers, expliquent calmement où ils étaient ce matin-là et retournent à leurs occupations. La police les remercie de leur coopération et se rend à l'adresse suivante. Parmi ces lignes, il y en a une qui deviendra plus tard cruciale. Strasshof, Heinestrasse 60. Le propriétaire, Wolfgang Prikopil. Un Mercedes MB100 blanc est enregistré à son nom et formellement, cela suffit pour que l'adresse soit incluse dans la vérification. Quand les policiers arrivent chez lui, ils voient une maison privée soignée dans une banlieue tranquille. Un terrain bien entretenu, une haie taillée, aucun signe extérieur de problème. Prikopil ouvre la porte et répond calmement aux questions. Il donne l'impression d'être une personne réservée mais polie. Il parle à voix basse, se tient droit. Il explique qu'il travaille comme technicien des communications pour Siemens. Il vit seul. Ses parents sont décédés et il n'a pas de proches parents non plus. Il utilise le fourgon pour des besoins domestiques et parfois pour le travail. Les enquêteurs lui demandent où il était le matin du 2 mars. Prikopil répond sans hésiter, au travail. Sa journée commençait tôt, il a quitté la maison vers 6 heures du matin et a passé toute la journée sur un chantier. La police vérifie. Ils appellent l'entreprise, demandent le registre des heures de travail. Un collègue de Prikopil confirme. Oui, Wolfgang était là, ils travaillaient ensemble. L'alibi semble en béton. Si une personne se trouvait sur son lieu de travail dans une autre partie de la ville vers 7h15, elle ne pouvait physiquement pas, au même moment, enlever Natacha dans la Melangassa à Donaustadt. Les enquêteurs inspectent le fourgon. L'intérieur est propre, aucune trace suspecte. Ils jettent un œil dans le garage, une simple remise, des outils sur les étagères, rien d'inhabituel. Ils n'ont aucun motif pour une perquisition, aucun motif pour une arrestation. Rien qui distingue Prikopil des centaines d'autres propriétaires de fourgons blancs. Dans le rapport apparaît une note standard. Vérifié, alibi confirmé. Aucun signe d'implication détecté. Prikopil est rayé de la liste des suspects. Les policiers s'en vont. Ils ne savent pas qu'il se tenait à quelques mètres de Natacha. Que sous le sol en béton du garage qu'ils regardaient, il y a une trappe cachée. Que derrière cette trappe, un escalier descend. Qu'en bas se trouve une pièce isolée d'environ 5 mètres carrés, avec des murs en béton et une insonorisation, et que Natacha se trouve là, à ce moment précis. Elle entend des voix étouffées à l'étage, ne comprend pas ce qui se passe, ne sait pas que c'était une chance rare et qu'elle vient de s'envoler. Plus tard, lorsque l'affaire sera résolue, les journalistes poseront sans cesse les mêmes questions. Comment la police a-t-elle pu passer à côté de Prikopil ? Pourquoi n'ont-ils pas vérifié plus minutieusement ? Pourquoi ont-ils cru à l'alibi ? La réponse est simple et désagréable, parce que le système a fonctionné selon les règles.
Il y avait un alibi. Un collègue l'a confirmé. Il n'y avait aucun signe extérieur de suspicion. Et une perquisition de domicile privé en Autriche n'est possible que sur la base de motifs concrets, pas sur une intuition. Mais voici le problème. L'alibi de Pricopil reposait sur les paroles d'une seule personne, son collègue. Et ce collègue, comme on le découvrira de nombreuses années plus tard, ne se souvenait pas avec certitude si Wolfgang était au travail précisément le 2 mars. Il a plutôt supposé qu'il y était, car d'habitude, Pricopil arrivait à l'heure. Ce n'est pas un mensonge, c'est une erreur de mémoire. Le facteur humain. Le collègue n'a pas menti intentionnellement. Il ne pouvait tout simplement pas se souvenir d'un jour précis parmi des milliers de journées de travail similaires. Et quand la police a demandé, il a donné la réponse qui lui semblait être la vérité. Cette erreur a suffi pour que Pricopil disparaisse du radar de l'enquête. Son nom est allé aux archives, dans le dossier des personnes vérifiées et écartées. Il y restera 8 ans. Et l'enquête a continué. La police a vérifié d'autres propriétaires de fourgons, exploré de nouvelles pistes, suivi de fausses pistes. L'affaire a progressivement perdu sa priorité. Les indices brûlants ont refroidi. Les témoignages se sont estompés avec le temps. À l'été 1998, la phase active des recherches a commencé à ralentir. On cherchait Natacha, mais sans la même intensité. Les photos dans les journaux apparaissaient de moins en moins. Les reportages télévisés ont laissé place à d'autres nouvelles, et dans la cave de la maison de la Heinestrasse, le temps s'écoulait selon d'autres règles. Il n'y avait ni journaux ni télévision. Il n'y avait que du béton, le silence, et un homme qui décidait quand allumer la lumière et quand apporter de la nourriture. Quand la liste des propriétaires de fourgons cesse de donner des résultats, l'enquête se tourne vers une autre méthode de travail. Pratique standard dans ce type d'affaires, consulter les fichiers des personnes déjà condamnées. La logique est simple. Une personne capable d'un tel acte a probablement déjà eu affaire à la police, peut-être pour quelque chose de moins grave, peut-être pour quelque chose de similaire. Les statistiques et la pratique montrent que de tels crimes sont rarement commis par des personnes au casier judiciaire entièrement vierge. Les criminalistes demandent les données pour Vienne et ses environs. Ils filtrent par profil. Hommes de 30 à 50 ans, condamnation ou interpellation pour certaines catégories d'infractions, lieu de résidence dans un rayon de déplacement possible. La liste est plus courte que celle des propriétaires de fourgons, mais reste impressionnante. Et c'est là qu'apparaît un nom qui attire l'attention des enquêteurs. Un homme, habitant d'un des quartiers de Vienne. Dans le passé, une condamnation pour un délit impliquant une catégorie de victimes vulnérables. Il a purgé sa peine, est sorti, mène une vie discrète. Il travaille officiellement, loue un appartement, mène une existence effacée. Les enquêteurs commencent les vérifications. Il s'avère qu'il n'a pas d'alibi solide pour le matin du 2 mars. Il dit qu'il était chez lui, mais personne ne peut le confirmer. Il vit seul, ses voisins ne l'ont pas vu ce jour-là. C'est déjà plus sérieux que tout ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Un passé criminel et l'absence d'alibi, c'est suffisant pour creuser davantage. La police le met sous surveillance. Il vérifie ses déplacements, ses contacts, son emploi du temps. En parallèle, il recueille des informations sur son passé, les détails de sa condamnation, son comportement en détention, ses relations après sa libération. Le tableau qui se dessine est inquiétant. Un homme avec un passé qui correspond au profil, sans alibi, sans famille. 100 personnes qui pourraient se porter garant pour lui. Les enquêteurs décident d'agir. Ils obtiennent un mandat de perquisition pour son appartement. La perquisition est menée méticuleusement. Ils vérifient chaque pièce, chaque placard, chaque tiroir. Ils cherchent la moindre trace qui pourrait lier cet homme à la disparition de Natacha. Des vêtements, des objets, des photos, des notes, n'importe quoi. L'appartement se révèle presque vide. Un minimum de meubles, un minimum d'effets personnels. L'homme vit modestement, presque ascétiquement. Cela peut être interprété de différentes manières. Soit il est simplement pauvre, soit il évite délibérément de laisser des traces. Les criminalistes prélèvent des échantillons pour analyse. Ils recherchent la présence de traces biologiques, de cheveux, d'empreintes. Ils saisissent l'ordinateur et d'autres supports présents dans l'appartement. Ils examinent les carnets d'adresses, les reçus, tous les papiers. Résultat, 0. Rien qui indique une implication dans la disparition de Natacha. Aucun objet lui appartenant, aucune trace de sa présence, aucune preuve du tout. Le suspect est interrogé à plusieurs reprises. Il reste calme, répond aux questions, ne se contredit pas. Oui, il n'a pas d'alibi. Oui, il a un passé. Mais cela ne le rend pas coupable de ce crime précis.
Et il a raison. Sans preuve, sans témoin, sans preuve directe, la police ne peut pas l'inculper. Les soupçons ne sont pas des preuves. Un passé criminel n'est pas une preuve. Dans un état de droit, cela ne suffit pas. Le suspect est relâché. La surveillance est levée quelques semaines plus tard, lorsqu'il devient clair que cette piste ne mène nulle part. Pour l'enquête, c'est un coup dur. Plusieurs semaines de travail, des ressources, des espoirs, et tout cela pour rien. Ils étaient convaincus d'avoir trouvé celui qu'ils cherchaient. Le profil correspondait. Il n'y avait pas d'alibi. Tout pointait vers lui. Mais pointer ne veut pas dire prouver. À la fin du printemps 1998, l'affaire commence à piétiner. Il n'y a plus de pistes chaudes. Toutes les pistes évidentes ont été explorées. La liste des fourgons a été vérifiée. Le suspect au passé criminel s'est avéré innocent. Les témoignages n'ont pas fourni de nouveaux indices. Natasha Kampusch est toujours portée disparue. Sa photo est affichée dans les commissariats, mais les appels se font de plus en plus rares. Les gens cessent de croire qu'on parviendra à la retrouver, et beaucoup ne croient même plus qu'on la retrouvera tout court. Brigitta Sirny se rend à la police chaque semaine. Elle demande des nouvelles, des avancées, des projets. Les enquêteurs répondent de manière évasive. Le travail continue. Nous faisons tout notre possible. Ne perdez pas espoir. L'affaire n'est pas classée, mais elle entre progressivement dans la catégorie des affaires non élucidées. Les recherches actives sont réduites. L'équipe d'enquêteurs est diminuée. Le dossier part aux archives, où il sera consulté de plus en plus rarement. Et à Strasshof, dans la maison de la Heinestrasse, la vie suit son cours. Wolfgang Priklopil va au travail, rentre chez lui, s'occupe de la maison. Les voisins voient un homme discret et poli, qui ne dérange personne et ne fréquente personne en particulier. Un habitant ordinaire de la banlieue. Aucun d'entre eux ne sait ce qui se passe sous le sol de son garage. Et pendant que la police cherche au mauvais endroit, Natasha commence à s'habituer à une nouvelle réalité. À l'obscurité, au silence, aux règles établies par l'homme qui l'a enlevé ce jour-là. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut regarder sous le sol du garage de la Heinestrasse 60. Là où la police n'a pas regardé en mars 1998. Là où Natasha a passé les premiers mois de sa captivité. Quand l'histoire sera entièrement connue, les criminalistes dresseront des schémas détaillés de cet endroit. Et ces schémas en diront plus sur Priklopil que n'importe quel témoignage. Sous le sol en béton du garage, Priklopil avait aménagé une pièce souterraine. L'entrée, par une trappe, était camouflée de manière à être difficile à remarquer lors d'une inspection ordinaire. La trappe était fermée par une lourde porte, pesant environ 150 kg. Pour l'ouvrir, il fallait connaître le mécanisme de verrouillage et exercer un effort considérable. Derrière la porte, un escalier étroit descendait. Quelques marches dans l'obscurité. Et en bas, la cellule. Les dimensions de la pièce, environ 1,8 mètre de large et 2,7 mètres de long. La superficie, environ 5 mètres carrés. La hauteur du plafond, un peu plus d'1,5 mètre. Un adulte ne pouvait pas s'y tenir debout. Les murs, en béton, recouverts d'un matériau insonorisant. Priklopil avait utilisé plusieurs couches, d'abord des blocs de béton, puis des panneaux isolants, puis une autre couche de finition. Il savait ce qu'il faisait. Le son de l'intérieur ne sortait presque pas. Même en criant de toutes ses forces, on pouvait ne rien entendre de l'extérieur. La ventilation était forcée par un conduit étroit menant à un local technique de la maison. Sans elle, dans cet espace confiné sous terre, une personne aurait rapidement manqué d'air. Priklopil l'avait compris et l'avait prévu. L'électricité était raccordée au réseau de la maison. Une seule ampoule au plafond, l'interrupteur à l'extérieur. La lumière n'était allumée et éteinte que sur décision de Priklopil. Natasha ne contrôlait même pas cela. Dans la cellule se trouvait un lit étroit, une petite table, une chaise. Plus tard, une petite télévision est apparue, mais seulement après plusieurs années, quand Priklopil a décidé qu'il pouvait se le permettre. Les premiers mois, il n'y avait presque rien, à part des murs nus et le silence. Les toilettes, un seau. L'eau, Priklopil l'apportait lui-même, quand il le jugeait nécessaire. La nourriture aussi. Tout selon son emploi du temps, tout sous son contrôle. Mais le plus important, ce n'est pas à quoi ressemblait la cellule. Le plus important, c'est quand elle a été construite. Après la révélation de l'affaire, la police a examiné ses documents financiers, chèques, reçus, relevés bancaires,
et a découvert une régularité. Les achats de matériaux de construction avaient commencé à l'avance. Blocs de béton, panneaux insonorisants, équipements de ventilation, câblage électrique, structures métalliques pour la porte. Tout cela était acheté progressivement, en petite quantité, dans différents magasins. Pricopil n'était pas pressé, il planifiait. La construction a été réalisée par ses propres moyens, sans l'aide d'ouvriers. Pricopil était technicien, il savait travailler de ses mains. Il a creusé sous le garage lui-même, a évacué la terre lui-même, a coulé le béton lui-même. Les voisins n'ont rien remarqué. Après tout, un homme qui fait des travaux chez lui, quoi de plus normal? Le coût total des matériaux, selon les estimations de l'enquête, s'est élevé à plusieurs milliers d'euros. Pour un homme seul avec un salaire stable, une somme conséquente mais abordable. Il économisait et dépensait méthodiquement, sans attirer l'attention. Cela en dit long. L'histoire n'était pas spontanée. Priclopil n'a pas pris sa décision en un jour. Il s'est préparé pendant au moins 1 an. Il a construit la cellule. Il a pensé aux détails. Il a choisi une cible. Oui, il a choisi. L'enquête a établi plus tard que Priclopil avait observé les trajets matinaux de plusieurs personnes dans le quartier de Donaustadt. Natacha n'était pas la seule à être dans son champ de vision, mais c'est finalement elle qui l'a enlevé. Pourquoi elle en particulier, on ne le sait pas. Peut-être lui a-t-elle semblé la plus vulnérable, peut-être que son trajet était le plus pratique, peut-être que les circonstances ont simplement coïncidé ce matin-là, mais le choix a été fait. Et au moment où Natacha est sortie de chez elle le 2 mars, beaucoup de choses étaient déjà prêtes. La cellule était terminée, le fourgon était plein d'essence, le plan était élaboré. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui agit sous le coup de l'émotion, c'est l'histoire d'un homme qui a passé 1 an à construire une prison dans sa propre maison et qui a attendu le moment opportun. Wolfgang Priclopil est né à Vienne. Fils unique. Son père travaillait dans l'industrie, sa mère était femme au foyer. Dès son plus jeune âge, Wolfgang s'est distingué par son caractère renfermé et sa méticulosité. Il aimait l'ordre, ne supportait pas que les choses ne soient pas à leur place. À l'école, il n'avait presque pas d'amis, il se tenait à l'écart, ne participait pas aux jeux collectifs, évitait les conflits. Les enseignants le décrivaient comme capable, mais étrange. Capable parce qu'il avait de bons résultats. Étrange parce qu'il ne montrait presque aucune émotion. Après l'école, il a suivi une formation technique et a été embauché dans une entreprise de télécommunications. Il travaillait consciencieusement, sans reproche. Ses collègues le considéraient comme quelqu'un de calme et de fiable. Personne ne se doutait de ce qui se passait derrière les portes closes de sa maison. Et c'est cet homme, calme et méthodique, qui a passé 1 an à construire une cellule souterraine et qui a ensuite détenu Natacha Kampusch pendant de nombreuses années. Après que l'histoire de Natacha est devenue publique, les journalistes et les enquêteurs sont allés voir les voisins de Priclopil, ceux qui avaient vécu à côté de lui pendant des années, ceux qui le voyaient presque tous les jours. Il y avait des bizarreries. Simplement, on les considérait comme des détails sans importance. Strassow, une banlieue autrichienne typique, des rues calmes, des maisons individuelles, des pelouses bien entretenues. Ici, les voisins se connaissent, mais chacun vit sa vie. On se salue par-dessus la clôture, on échange parfois quelques mots, mais on ne se mêle pas des affaires des autres. C'est comme ça là-bas. Priclopil s'intégrait presque parfaitement à ce tableau. Poli, calme, il ne créait pas de conflit. Il entretenait bien sa maison, son terrain avait l'air soigné. La seule chose qui le distinguait des autres, c'est qu'il était un solitaire. Pas marié, on ne le voyait avec personne, il ne recevait presque jamais de visite. Les voisins mettaient cela sur le compte de son caractère. Après tout, certaines personnes sont plus à l'aise seules. Il n'y avait rien là-dedans qui puisse paraître alarmant. Mais certaines choses sont remémorées différemment quand on connaît la fin. Une des voisines se souvenait que Pricopil achetait régulièrement des produits alimentaires en quantité qui semblait excessive pour une seule personne. Elle le voyait au supermarché local avec un chariot plein. Du pain, du lait, des conserves, des produits d'hygiène, un peu de tout, mais clairement plus que ce qu'on achète habituellement pour une personne. Elle a même plaisanté une fois. Elle lui a demandé s'il n'avait pas accueilli quelqu'un. Pricopil a souri et a dit qu'il n'aimait tout simplement pas faire les courses souvent et qu'il faisait des provisions. L'explication semblait normale. La voisine a hoché la tête et a vite oublié cette conversation. Un autre voisin a parlé de sa réaction maladive au bruit. Un été, un groupe bruyant se tenait dans la rue à proximité, et Pricopil est sorti de sa maison et leur a demandé de faire moins de bruit. Pas brutalement, mais avec insistance. Il a dit qu'il avait une migraine et qu'il avait besoin de silence.
Le groupe s'est dispersé. Le voisin a pensé qu'il ne supportait tout simplement pas le bruit. Ça arrive. Mais des épisodes similaires se sont produits plusieurs fois. Priklopil ne tolérait pas les bruits forts près de sa maison. Si l'un des voisins entreprenait des travaux bruyants ou organisait une fête, il apparaissait et demandait poliment mais fermement d'arrêter. Les gens cédaient. Il était plus simple de plier que de discuter. Personne n'a cherché à comprendre pourquoi il était si important pour lui qu'il y ait du silence près de sa maison. À l'époque, cela ressemblait à de l'irritabilité. Plus tard, quand le plan de la maison sera connu, cette habitude sera perçue différemment, comme une volonté de garder l'espace environnant sous contrôle. Un autre détail a refait surface après la résolution de l'affaire. Priklopil n'invitait presque jamais personne chez lui. Pendant toutes les années où il a vécu à Strassov, les voisins pouvaient compter sur les doigts d'une main les fois où quelqu'un a franchi le seuil de sa maison. Il trouvait toujours un prétexte poli pour refuser. Soit il était occupé, soit il ne se sentait pas bien, soit il attendait un appel important. Les gens n'insistaient pas. Sa maison, ses règles. Un des voisins a un jour proposé de l'aider à réparer son garage. Přiklopil a refuzel. Dízankil se debroují řesel. Vozan nesepávek se. Wolfgang feze onefe boku de show sluinem. Slásamble être entré de son caractère. Iliavé dotrpeti chose. Přiklopil gardé le volé de se fenêtre presque toujours fermé. Il sortait de la maison à peu près à la même heure, rentrait selon un horaire fixe. Il lavait sa voiture chaque semaine, le même jour. Il tondait la pelouse avec une précision quasi géométrique. Une méticulosité poussée à l'extrême. Mais en Autriche, où l'ordre est considéré comme la norme, cela était perçu davantage comme une qualité que comme un signal d'alarme. Quand les journalistes demandaient au voisin s'il avait remarqué quelque chose de suspect, il haussait les épaules. Non, rien de tel. Oui, il était un peu étrange. Oui, il se tenait à l'écart. Mais de vraiment suspect, rien. Voilà le piège. Přiklopil n'avait pas l'air de quelqu'un dont on doit se méfier. Il avait l'air d'un voisin excentrique, mais inoffensif. Calme, soigné, celui qui ne dérange personne. Il y en a plein comme ça dans n'importe quel banlieue. Il ne se cachait pas. Il menait une vie ordinaire, allait au travail, payait ses factures, saluait ses voisins. Il était à la vue de tous, et pourtant, il restait invisible là où c'était le plus important. C'est ce qui est le plus frappant dans cette histoire. Le danger n'a pas forcément l'air suspect. Parfois, il a l'apparence d'un homme soigné qui tond sa pelouse à temps et demande poliment de baisser la musique. Les voisins de Priklopil ont vécu pendant des années à quelques mètres de l'endroit où se trouvait Natacha. Ils le voyaient presque tous les jours, et aucun d'entre eux n'a relié les bizarreries pour en faire un tout cohérent. Et Natacha, pendant tout ce temps, était sous terre. Elle entendait les bruits étouffés de la vie au-dessus de sa tête, et elle attendait le moment où elle pourrait s'échapper. Les premiers mois sous terre, elle les a passés presque entièrement sans lumière. Ce n'est ni une image ni une hyperbole. L'interrupteur était à l'extérieur, et seul Priklopil décidait quand l'ampoule serait allumée en bas, et quand l'obscurité reviendrait. Parfois, la lumière était allumée pendant quelques heures. Parfois, l'ampoule ne s'allumait pas pendant des jours. Natacha a rapidement perdu la notion du temps. Pas de fenêtre, pas d'horloge, pas de bruit familier de la rue. Elle ne pouvait pas distinguer le matin du soir. Les jours et les nuits ont cessé d'être des segments distincts pour se fondre en une seule et longue attente. C'était ainsi que cela avait été conçu. Priklop ne la retenait pas seulement derrière une porte fermée. Il lui ôtait, étape par étape, ses repères habituels, pour qu'il ne lui reste aucune sensation de vie normale à laquelle elle pourrait retourner. La nourriture apparaissait sans horaire compréhensible. Parfois, il descendait 2 fois par jour et apportait le strict nécessaire, du pain, des conserves, de l'eau. Parfois, il ne venait pas pendant 20 heures ou plus. Natacha ne savait pas quand la porte s'ouvrirait, ni même si elle s'ouvrirait. La faim est devenue un levier pour lui. Quand une personne ne sait pas quand elle recevra sa prochaine portion, sa tête commence à tourner autour d'un seul sujet. Le reste passe au second plan. Les pensées de la maison, les tentatives d'élaborer une évasion, les souvenirs de sa vie d'avant,
Tout se noie dans une seule tâche. Survivre jusqu'à la prochaine visite. Přiklopil Lokomprenel. Il nemene pan Natašak epismemu totalu, il amantnela donge incertitude constant, purquel rest dependant, purquel obeis a sies exigences, purquel necessant jamais en sécurité, pat un seul minute. Il n'y avait aucun contact avec le monde extérieur. Nataša entendait des bruits étouffés d'anho, des pas, parfois de la musique, parfois des voix. Elle ne parvenait pas à distinguer les mots. L'insonorisation fonctionnait dans les deux sens. Elle comprenait qu'il y avait de la vie à proximité, mais elle ne pouvait pas l'attendre. Les premières semaines, elle a crié. Elle a frappé contre les murs. Elle a appelé à l'aide. Elle a fait tout ce que fait une personne qui croit encore que quelqu'un l'entendra. Personne n'a entendu. Le béton renvoyait le son, et cette sensation a rapidement brisé l'espoir. Peu à peu, elle a cessé de crier. Non parce qu'elle acceptait ce qui s'y passait, mais parce qu'elle a compris que de l'extérieur cela ne changeait rien. Přiklopil venait et lui parlait. D'un ton égal, calme, sans émotion. Comme s'il expliquait un emploi de temps. Il énumérait les règles. Il disait qu'elle devait lui obéir. Il promettait que si elle était obéissante, ce serait plus facile. Il répétait la même chose. Personne ne la cherche, on l'a oubliée. Maintenant, tout ne dépend que de lui. C'était un mensonge, mais Natacha ne pouvait vérifier aucune de ses paroles. Elle n'avait pas de nouvelles, pas de journaux, pas de télévision. Elle ne savait pas que sa photo était affichée dans les commissariats de toute l'Autriche. Elle ne savait pas que sa mère se rendait chez les enquêteurs chaque semaine. Elle ne savait pas que les recherches se poursuivaient. Priklopil ne lui avait laissé qu'une seule source d'information, lui-même. Et dans une telle situation, ses paroles sonnent comme la seule version de la réalité, simplement parce qu'aucune autre n'est proposée. Il exigeait qu'elle l'appelle d'une certaine manière. Il établissait des règles de comportement, comment s'asseoir, comment parler, comment réagir à son arrivée. Les infractions entraînaient des conséquences. Il pouvait la laisser longtemps sans lumière, retarder la nourriture, rendre les conditions plus dures quand il le jugeait nécessaire. L'objectif était unique, éliminer toute résistance. Atteindre un état où la personne obéit automatiquement, sans tenter de discuter, sans mouvement superflu, sans le sentiment qu'elle puisse décider de quoi que ce soit. Natacha tenait bon. À l'intérieur d'elle, il restait quelque chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Elle se pliait aux exigences parce qu'elle voulait survivre. Mais quelque part au fond, elle s'accrochait à l'idée que ce n'était pas pour toujours. Une chance se présenterait. Environ 6 mois passèrent. Et puis les règles changèrent. Un jour, Priklopil descendit et lui dit qu'elle pouvait monter, dans la maison. Pas pour longtemps, sous sa surveillance, mais en haut. Pour Natacha, ce fut une transition brutale. Elle avait presque oublié ce qu'était un espace normal. L'escalier vers le haut semblait infini. Quand elle sortit de la trappe dans le garage, puis se retrouvait dans la maison, la lumière des fenêtres lui frappa les yeux si fort qu'il était difficile de regarder droit devant. La maison de Priklopil semblait ordinaire. Propre, bien rangée, des meubles, des rideaux. Une maison normale, qui de l'extérieur ne se distinguait en rien. Et quelque part sous le sol de cette maison, une cellule en béton, où elle avait passé 6 mois. Et c'était là le plus étrange. En haut, une vie ordinaire, une cuisine ordinaire, des pièces ordinaires, et à quelques pas de là, la trappe vers le bas, et tout ce qui était devenu sa réalité. Priklopil lui montra les pièces. Il lui expliqua que désormais, elle montrerait parfois, pour aider aux tâches ménagères, faire le ménage, cuisiner, mais à une condition, une obéissance totale. Toute tentative de se précipiter vers la sortie, tout cri, tout signe à quelqu'un à l'extérieur, et elle retournerait en bas pour toujours. Il prononçait cela sans crier et sans hystérie, du même ton égal, comme s'il discutait de règles domestiques. Pour Natacha, monter à l'étage fut à la fois un soulagement et une nouvelle pression. Un soulagement, car au moins pour un temps, elle voyait la lumière du jour, respirait de l'air normal, pouvait se déplacer au-delà de quelques pas. Une pression, car elle voyait les fenêtres,
la porte d'entrée, la rue derrière la clôture, et pourtant, elle ne pouvait pas sortir. Ainsi commença une nouvelle partie de cette histoire. L'isolement total fut remplacé par un quotidien contrôlé. Natacha devint partie intégrante d'une étrange routine. Elle nettoyait la maison, sous le sol de laquelle on la détenait. Elle préparait la nourriture pour l'homme qui l'avait enlevée. Elle vivait selon les règles qu'il établissait. Et elle attendait. Car quelque part en elle, elle croyait toujours que le moment viendrait. Quand l'histoire de Natacha est devenue publique, les gens ont répété encore et encore la même chose. Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de partir plus tôt? Après tout, elle sortait de la pièce souterraine. Elle était dans la maison. Parfois, elle se trouvait dans la cour. Pourquoi n'a-t-elle pas crié? Ne s'est-elle pas précipitée vers la porte? N'a-t-elle pas demandé de l'aide à ceux qui vivaient à côté? De l'extérieur, cela semble en effet simple. Tu vois une porte ouverte, tu pars. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu appelles. Tout semble évident. Mais dans les histoires de séquestration prolongée, cette logique simple ne fonctionne souvent pas. Pour comprendre pourquoi, il est important de ne pas regarder comment les choses devraient être, mais comment une personne change dans des conditions où elle n'a presque aucun contrôle. Après sa libération, des psychologues judiciaires ont travaillé avec Natacha. Ils ont analysé son état et les réactions qui s'étaient ancrées en elle pendant des années de dépendance. Ces explications remettent beaucoup de choses en perspective. Le terme souvent mentionné dans de telles conversations est le syndrome de Stockholm. Le nom vient d'un cas à Stockholm en 1973, où des otages ont commencé à défendre leurs ravisseurs et à refuser de coopérer avec la police. Il est important de comprendre que ce n'est pas de l'amour ni un caprice étrange. C'est une adaptation défensive qui apparaît lorsque votre vie et vos besoins fondamentaux dépendent d'une seule personne. Et elle n'apparaît pas comme une décision, mais comme un moyen de survivre au jour suivant, dans un système où les règles sont dictées par un autre. Le schéma ici est assez simple. Quand une personne se retrouve en totale dépendance, le psychisme commence à s'adapter. Celui qui contrôle la situation décide quand il y aura de la nourriture et de l'eau, quand il y aura de la lumière, quand on peut bouger, quand on peut parler. Il décide si la journée sera supportable ou difficile, et le cerveau commence à chercher un moyen de réduire le risque. L'un de ces moyens est de cesser de percevoir cette personne uniquement comme une menace et de commencer à la percevoir comme la seule source de survie, non pas parce que Natacha l'excusait, mais parce que c'est ainsi que le psychisme tient plus facilement le coup quand il n'y a pas d'autres options. L'homme qui détenait Natacha utilisait un schéma de contrôle typique, l'alternance de restrictions sévères et de rares assouplissements. La partie sévère, c'est le retour en bas, l'obscurité, l'isolement, l'absence de nourriture normale. C'est un risque qui pèse constamment et qui n'a même pas besoin de mots. L'assouplissement, c'est la montée à l'étage, la lumière, un espace normal, manger à table, la possibilité de se promener dans la maison. C'est présenté comme une récompense pour l'obéissance. Quand une personne vit dans un tel système pendant des années, la perception se déplace. L'assouplissement commence à être ressenti comme un cadeau, comme quelque chose qu'il faut mériter, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une pause dans la pression. Il y a un autre mécanisme important ici, l'impuissance acquise. C'est ainsi qu'on appelle l'état où une personne ne contrôle plus sa vie pendant trop longtemps et cesse de croire que quoi que ce soit dépende d'elle. Même lorsqu'une opportunité se présente, une pensée s'enclenche à l'intérieur. Ça ne marchera pas, ça va empirer, ça ne sert à rien. Natacha savait qu'il surveillait chacun de ses pas. Elle comprenait qu'une tentative d'évasion, si elle échouait, se terminerait par un retour en bas, et très probablement sans seconde chance. Le risque n'était pas théorique, il était concret. C'est pourquoi simplement s'enfuir sonne bien de l'extérieur, mais en réalité, toute erreur aurait pu lui fermer la sortie pour des années. Il y a une autre chose que l'on oublie souvent. Natacha s'est retrouvée dans cette situation à un âge où se forme la vision du monde, les compétences d'autonomie, la confiance en soi. Tout ce qu'elle apprenait de la vie extérieure passait par lui. Il était son seul contact. Sa seule source d'information. La seule personne avec qui elle pouvait parler. Dans une telle construction, la dépendance ne disparaît pas, même avec une haine intense.
On peut haïr et en même temps avoir peur de perdre ce seul canal, non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il n'y en a pas d'autre. Les psychologues judiciaires qui ont travaillé avec Natacha ont souligné qu'elle faisait ce qui lui donnait une chance de tenir, jusqu'au moment où une réelle possibilité d'agir se présenterait. Elle ne s'est pas effondrée, comme beaucoup se l'imaginent. Elle s'est adaptée à ces conditions, pour survivre. Et pendant tout ce temps, elle s'est accrochée à une seule pensée. Une chance se présentera quand même. Après cela, sur Internet, les gens ont commencé à écrire les choses habituelles, qu'elle aurait pu partir plus tôt, mais ne le voulait pas, que c'était confortable pour elle, qu'elle s'était habituée. De tels commentaires ne parlent généralement pas d'elle, mais du fait que les gens n'imaginent pas ce qu'est la vie en totale dépendance, quand chaque jour est régulé de l'extérieur. Le confort existe là où il y a sécurité et choix. Où l'on peut partir quand on veut, où l'on peut dire non sans conséquence. Natacha n'avait pas cela. Elle vivait dans une tension et une peur constante, chaque jour, pendant plus de 8 ans. Pendant que Natacha survivait dans la maison de la Hennestrasse toutes ces années, l'enquête officielle continuait de piétiner. On était en l'an 2000, puis 2001, 2-3 ans s'étaient déjà écoulés depuis la disparition. L'affaire, qui avait autrefois fait la une des journaux, tombait progressivement dans l'ombre. Dans les archives de la télévision autrichienne, on a conservé des bulletins d'information de ces années-là. Les reportages sur Natacha se faisaient de plus en plus rares. Si, dans les premiers mois, sa photo apparaissait presque chaque semaine, en 2001, on ne se souvenait d'elle principalement qu'aux dates anniversaires de sa disparition. Un bref reportage, une vieille photo, les mots habituels sur le fait que les recherches se poursuivent, et on passait immédiatement à la nouvelle suivante. Mais les appels à la ligne d'assistance ne cessaient pas. Les gens continuaient de signaler avoir vu Natacha. À Vienne, à Graz, à Salzbourg, à Munich, même à Prague et à Budapest. Chaque signal de ce type devait être vérifié. Les enquêteurs se déplaçaient, interrogeaient les témoins, vérifiaient les signes distinctifs, et chaque fois, ils revenaient les mains vides. Une coiffure similaire, un âge similaire, des vêtements similaires, mais ce n'était pas elle, une erreur, une fausse alerte. De telles fausses alertes se sont accumulées par centaines au fil des ans. Les gens croyaient sincèrement avoir vu précisément elle. La mémoire est parfois trompeuse. Une personne regarde une photo dans un journal, puis remarque quelqu'un de vaguement ressemblant dans la rue, et le cerveau complète l'image. Ce n'est pas une mauvaise intention, c'est une simple erreur de perception. Mais pour l'enquête, chaque vérification de ce type représente du temps et des ressources. Et les ressources ne sont pas infinies. En 2002, l'équipe qui s'occupait de l'affaire Campouche a été réduite au minimum. Il n'y avait presque plus d'actions actives. Le dossier reposait dans les archives. On y revenait lorsqu'un nouveau signal arrivait, mais il n'y avait plus de travail systématique. L'affaire était de fait passée dans la catégorie des affaires non élucidées. Dans le jargon policier, on appelle ça une affaire en suspens, une histoire sans pistes actives, sans nouveaux indices. Formellement, l'enquête n'était pas close. En réalité, elle était au point mort. Les parents de Natacha n'abandonnaient pas. Brigitta Sirny continuait de donner des interviews. Chaque année, aux dates de la disparition, elle se présentait devant les caméras. Elle disait qu'elle croyait que Natacha était vivante. Elle demandait de ne pas l'oublier. Elle demandait aux gens de continuer à appeler s'il avait vu ou entendu quelque chose. Ludwig Koch, le père, réagissait différemment. Il apparaissait moins souvent en public, mais disait lui aussi qu'il ne perdait pas espoir. La tension persistait entre les parents. Le divorce qui avait eu lieu bien avant la disparition avait laissé des traces. Ils vivaient cette épreuve différemment et géraient l'incertitude de manière différente. Parfois, leurs contradictions éclataient dans la presse et les journalistes s'en emparaient avidement. En parallèle, les doutes commençaient à naître. Sur Internet, qui au début des années 2000 prenait déjà de l'ampleur, les versions se multipliaient. Certains écrivaient qu'on ne retrouverait jamais Natacha. D'autres, qu'elle était partie d'elle-même et ne voulait pas revenir. D'autres encore, selon le schéma habituel, tentaient d'accuser les parents. La police ne réagissait pas à de telles discussions. Officiellement, le discours était toujours le même. Natacha Campouche est portée disparue. Le travail se poursuit, toute information est reçue et vérifiée.
Mais au sein du système, beaucoup comprenaient autre chose. Avec chaque année qui passait, la chance de la retrouver en bonne santé s'amenuisait. Les statistiques sèches sont cruelles. Si une personne n'est pas retrouvée dans les premiers jours, la probabilité d'une issue favorable chute brutalement. Et ici, ce n'étaient plus des jours qui s'étaient écoulés, mais des années. En 2005, 7 ans après sa disparition, on ne se souvenait de Natacha que dans les compilations d'affaires non résolues. Son nom apparaissait sur les listes de personnes disparues, dans des documentaires sur les cold cases, dans des articles marquant un nouvel anniversaire. Mais l'espoir d'une percée avait presque disparu. Les enquêteurs qui avaient travaillé sur l'affaire en 1998 avaient depuis longtemps été mutés ou avaient pris leur retraite. Le nouveau personnel connaissait l'histoire de Natacha à travers les dossiers et les procès-verbaux, mais non de vive mémoire. Pour eux, ce n'était qu'une affaire parmi tant d'autres dans les archives. Brigitte Assirny continuait de croire, ou du moins continuait de s'accrocher à cette pensée. Chaque mois de mars, elle allumait une bougie à la fenêtre. Chaque mois de février, pour l'anniversaire de Natacha, elle achetait un gâteau. Des rituels qui aident à ne pas s'effondrer quand il n'y a pas de réponse. Et, dans la maison aux 60 de la Heinestrasse, la vie suivait son cours étrange. Priklopil allait au travail, rentrait chez lui, descendait au sous-sol où faisait monter Natacha. Il tondait la pelouse le samedi, saluait les voisins. 8 ans, 3000 jours. Chacun d'eux était pour Natacha une lutte pour la survie. Chacun d'eux était pour les enquêteurs un silence. Et personne ne savait que le dénouement était proche. Que l'été 2006 changerait tout. Que le moment que Natacha attendait depuis tant d'années allait enfin arriver. Le dénouement est proche, mais pour comprendre pourquoi Priklopil a fait cela, il faut examiner qui il était avant cette histoire. Après la résolution de l'affaire, les enquêteurs et les journalistes ont exhumé tout ce qui restait dans les papiers et dans la mémoire des gens. Les appréciations scolaires, de brefs récits de collègues, des phrases de voisins qui se souvenaient de lui rétrospectivement. C'est à partir de ces bribes que le portrait a été reconstitué. Wolfgang Priklopil est né à Vienne, fils unique d'une famille de classe moyenne. Son père travaillait à l'usine, sa mère s'occupait de la maison. De l'extérieur, une famille ordinaire, sans histoire. Mais à l'intérieur, d'après les descriptions, tout reposait sur l'ordre. Pas dans le sens d'aimer la propreté, mais de l'exiger. Sa mère était décrite comme autoritaire et rigide. Au quotidien, cela se manifestait simplement. Les choses devaient être à leur place, et ce, chaque jour. Tout écart était perçu comme un problème. Wolfgang a grandi dans ce système, et s'est vite habitué à vivre selon les règles. À l'école, il était remarqué pour sa minutie et sa docilité. Il faisait ce qu'il fallait à temps, sans discussion superflue. Et dans presque chaque appréciation, la même remarque revenait. Il se tenait à l'écart. Les formules se répètent presque à l'identique. Il ne participe pas au jeu collectif. Il garde ses distances avec ses camarades. Il évite les conflits, mais ne se fait pas d'amis non plus. Capable, mais renfermé. Quand des journalistes ont retrouvé quelques-uns de ses anciens camarades des années plus tard, ils peinaient à se souvenir de lui. Un garçon silencieux au fond de la classe. Ni un voyou, ni un meneur. Pas le genre dont on parle. Il était simplement présent, comme un décor qu'on remarque à peine. Et cela s'est poursuivi tout au long de sa vie. Les enquêteurs n'ont pratiquement trouvé personne qui le connaissait de près. Ses collègues pouvaient décrire sa façon de travailler. Ses voisins pouvaient dire qu'il saluait et tendait la pelouse. Mais il n'y avait pas de cercle proche, fait de confiance et de conversation. Après l'école, il a suivi une formation technique et a trouvé un emploi dans une entreprise de télécommunications. Il travaillait calmement et sans reproche. Ses collègues le décrivaient de manière assez similaire, fiable, pédant, un peu étrange. Sa pédanterie n'était pas celle d'un homme soigné, mais une habitude de garder le monde sous contrôle. Son bureau était rangé au centimètre près. Les outils étaient disposés par taille. Les documents étaient classés, étiquetés, comme selon les instructions. Il arrivait à l'heure et partait à l'heure. Il faisait son travail de manière irréprochable. Un épisode en particulier était resté dans la mémoire de ses collègues. Quelqu'un avait déplacé une agrafeuse sur son bureau, l'avait simplement posée ailleurs, sans malice ni intention. Priklopil l'a remarqué immédiatement. Pas de scène, pas un mot. Il a silencieusement remis l'agrafeuse à sa place et a gardé un visage tendu toute la journée. Un détail, mais qui montre à quel point le contrôle était important pour lui, même sur de telles choses. Venons-en maintenant à ce qui a précédé la disparition de Natacha.
D'après les éléments du dossier, l'enquête a conclu plus tard que le choix n'était pas le fruit du hasard. Il avait observé plusieurs personnes dans le quartier de Donaustadt pendant plusieurs semaines avant le 2 mars 1998. Il étudiait les itinéraires, les heures de sortie, les habitudes répétitives. Natacha est entrée dans son champ de vision parce qu'elle marchait souvent seule, sans accompagnement, sur le même trajet, à peu près à la même heure. Pour quelqu'un qui planifie, une telle prévisibilité apparaît comme une opportunité idéale. Il s'était préparé à l'avance, la cellule était prête, la camionnette était en état de marche. Il savait où et quand il agirait. Ce n'était pas une impulsion soudaine, c'était un plan. Ensuite, tout le monde butait sur une seule question. Pourquoi ? Les psychologues qui ont étudié le dossier ont évoqué une motivation plus fréquente qu'on ne le pense dans ce genre d'histoire. Le mobile, ici, n'était pas lié au sentiment ou à une histoire banale. Au cœur de tout cela, d'après le tableau d'ensemble, se trouvait le désir de pouvoir et de contrôle sur un autre être humain. Toute sa vie, Priklopil a semblé être quelqu'un qui avait du mal dans les relations ordinaires, les conversations d'égal à égal, l'intimité, les liens normaux avec les gens, il semblait en être dépourvu. Le monde extérieur lui paraissait inconfortable et imprévisible. Alors il a créé son propre monde fermé. Un monde où c'était lui qui dictait les règles, où tout dépendait de lui, où une autre personne ne vivait que dans les limites qu'il avait lui-même fixées. Dans ce système, Natacha devenait un objet de contrôle. Il définissait l'emploi du temps, décidait quand elle mangeait, quand elle dormait, quand il y avait de la lumière. Il faisait en sorte qu'elle n'ait aucun autre soutien que lui-même. Les psychologues décrivent cela comme une quête de pouvoir poussée à l'extrême, quand une personne, incapable de faire face à la vie normale, construit un système clos où elle est le maître et où tout repose sur ses décisions. Priklopil n'avait pourtant pas l'air de quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il comprenait qu'il violait la loi, il comprenait les risques et les conséquences, mais cela ne l'a pas arrêté. Pendant 8 ans, il a mené une double vie. En haut, le voisin silencieux et l'employé consciencieux. En bas, le maître d'un monde clos où seules ses règles s'appliquaient. Et pendant tout ce temps, Natacha restait là, attendant simplement que les circonstances se présentent pour enfin s'échapper. Avec le temps, elle a compris l'essentiel. Ici, on ne pouvait pas compter sur le hasard. Si une opportunité se présentait, ce serait dans la routine la plus banale, quand il ferait les choses par habitude, sans se méfier. Sa routine était stricte. C'est lui qui décidait de tout. Quand elle montait à l'étage, quand elle restait en bas, quand il y aurait de la lumière, quand la nourriture arriverait. Pas selon une horloge ou un accord, mais selon sa décision du jour. Parfois, il parlait d'un ton calme et posé. D'autres fois, un rien suffisait pour que tout bascule. La trappe se refermait, la lumière s'éteignait, et le silence revenait. À l'étage, Natacha vivait comme une employée de maison. Ménage, lessive, vaisselle, cuisine. Elle le faisait avec soi, car elle voyait que pour lui, l'ordre n'était pas une habitude, mais un point sensible. Des miettes sur la table, une serviette mal pliée, un bruit de trop. Pour une personne ordinaire, ce n'est rien. Pour lui, c'était une occasion de montrer son pouvoir. Il ne criait pas forcément, il faisait juste son truc. Il la renvoyait en bas, et la suite dépendait de son humeur. Et puis, il y avait cette partie étrange. Il apportait des cahiers, des manuels, des devoirs. Il pouvait l'asseoir à une table et la forcer à résoudre des problèmes, à recopier des textes, à réviser des leçons. Il vérifiait, corrigeait, s'agaçait de ses erreurs et s'adoucissait quand tout était fait comme il le voulait. Cela paraissait absurde, mais il y avait un sens à cela. Il voulait contrôler non seulement la maison, mais aussi ses journées, pour que tout se déroule selon ses règles, même les manuels scolaires. Et pendant ce temps, Natacha observait, mémorisait, comparait. Elle remarquait son humeur après le travail, les jours où il était fatigué et en colère, et où il valait mieux ne même pas respirer trop fort, les jours où il était plus calme, quand il commençait à s'accrocher à des détails, où se trouvaient habituellement les objets qu'il aimait garder près de lui, ce qu'il faisait de ses mains quand il était nerveux, où il jetait son trousseau de clés quand il était pressé. Elle ne pouvait pas craquer et faire un geste brusque simplement parce que le désespoir la submergeait. Ici,
Toute tentative hâtive coûtait trop cher. Après, la situation n'aurait fait qu'empirer. Il serait devenu plus prudent. Il aurait cessé de la faire monter. Il aurait tout gardé sous surveillance constante. Il aurait supprimé même ces rares moments où elle pouvait être dans la maison et bouger plus qu'en main. Alors Natacha restait calme. Elle faisait tout rapidement, parlait posément, ne contestait pas, ne regardait pas trop longtemps vers la porte. En apparence, cela ressemblait à de la soumission. En réalité, c'était de la prudence. Et une chose est devenue de plus en plus évidente. Le téléphone. Quand il sonnait, il changeait. Il devenait normal. Il parlait comme n'importe qui, discutant de travail, de factures, de questions pratiques. Il se détournait, se mettait à arpenter la pièce. Parfois, il s'approchait de la fenêtre pour mieux entendre. Pendant ces minutes, son attention n'était plus portée sur elle, ni sur la maison. Et c'est là qu'un deuxième détail est apparu. Pendant ces conversations, le contrôle constant disparaissait. Parfois, il s'éloignait simplement plus qu'il ne se le permettait à d'autres moments. Cela durait quelques instants, mais ces instants se répétaient. Natacha ne faisait aucun mouvement brusque. Elle ne testait pas la situation en direct. Elle se contentait d'observer, encore et encore, jusqu'à être sûre que ce n'était pas un hasard ou un événement isolé. C'est ainsi que le tableau se dessinait pour Natacha. Certains jours, il tenait tout d'une main de fer, d'autres, il lui laissait un peu plus de liberté, simplement parce que c'était plus pratique pour lui. Et Natacha ne cherchait pas un miracle, mais une situation spécifique où il cesserait sa surveillance stricte. Cette situation se présentait le plus souvent quand le téléphone sonnait. Il se détournait, arpentait la pièce, écoutait, répondait, se disputait parfois. Et à ce moment-là, son attention n'était pas là. Natacha l'a remarqué et l'a mémorisé. À un moment donné, une pensée claire s'est formée pour la première fois en elle. Pas un rêve ni un fantasme, une simple séquence. Le téléphone sonne, il se détourne, son attention est ailleurs. Elle n'avait encore rien fait, elle avait simplement compris à quoi une chance pouvait ressembler. Et à partir de ce moment, elle n'attendait plus seulement, elle se préparait. Ce jour-là ne semblait pas particulier. Tout se déroulait comme des dizaines de jours auparavant. Aucune tension. Aucun changement d'humeur brusque. Il était concentré, occupé, calme. Il devenait ainsi quand tout autour de lui correspondait à son ordre habituel et que rien ne sortait du cadre. La maison vivait à son propre rythme. À un moment donné, il a dit qu'il fallait nettoyer la camionnette, passer l'aspirateur dans l'habitacle, enlever les détritus, faire le ménage. Il l'a dit d'un ton neutre, sans pression, comme une tâche de plus à accomplir. Le minibus blanc était garé dans sa cour, comme toujours. Il a ouvert les portes, a sorti l'aspirateur, lui a brièvement expliqué quoi faire. Il est resté à proximité. Pour lui, c'était une partie d'une journée ordinaire. Pour Natacha, une rare sortie hors de la maison. La cour, la clôture, les terrains voisins, la rue derrière le portail. Elle ne voyait tout cela que rarement, et chaque fois, la sensation était étrange, presque comme un espace étranger. Elle a allumé l'aspirateur et a commencé à travailler. Le bruit régulier de l'aspirateur a immédiatement rempli la cour. Le bourdonnement était constant, sans variation. Dans un tel bruit, il est difficile de percevoir des sons distincts, des pas ou des mouvements. Il se tenait non loin, jetant parfois un œil dans sa direction, mais sans intervenir. Elle se déplaçait calmement, faisait ce qu'on attendait d'elle, sans précipitation, sans mouvement superflu. Puis, le téléphone a sonné. Il a répondu immédiatement. Dès les premiers mots, il était clair que la conversation ne serait pas courte. D'abord, il est resté sur place. Puis, il a fait quelques pas de côté. Puis, encore quelques-uns. Il écoutait, répondait, haussait parfois la voix, puis se taisait, absorbé par ce qu'on lui disait. La conversation a progressivement absorbé toute son attention. L'aspirateur continuait de vrombir. Natacha sentait la situation changer. Pas brusquement, pas de manière visible de l'extérieur, mais suffisamment pour que cela ait de l'importance. Il était là, mais il ne surveillait plus chacun de ses mouvements. Son regard ne revenait plus sur elle toutes les quelques secondes. Elle a continué à travailler, sans changer de rythme. Dans de tels moments, le moindre geste précipité pouvait tout gâcher. La conversation s'éternisait. Il s'est éloigné davantage pour mieux entendre, parlait plus fort, était complètement concentré sur l'appel. Et à cet instant,
Natacha a compris qu'une autre occasion comme celle-ci pourrait ne jamais se présenter. Elle n'a pas pesé le pour et le contre, ni pensé à ce qui se passerait ensuite. Dans sa tête, il n'y avait qu'un seul objectif, agir. Elle a éteint l'aspirateur. Le bruit a cessé d'un coup. Le silence est tombé brutalement, mais il était toujours au téléphone. Pour réagir, il lui fallait d'abord remarquer que le son avait disparu, puis se retourner, puis comprendre ce qui se passait. Elle ne lui a pas laissé ce temps. Natacha a lâché le tuyau et s'est mise à marcher. D'abord d'un pas rapide pour que le mouvement ne paraisse pas brusque, comme si elle changeait simplement de place ou prenait quelque chose à côté. Puis son pas s'est accéléré, puis elle s'est mise à courir. Il était encore occupé par sa conversation. Même quand il a compris que quelque chose n'allait pas, il lui a fallu quelques secondes. Ces secondes ont été décisives. Natacha a traversé la cour et a couru hors de la propriété. La rue, des maisons, des fenêtres, des clôtures, des cours étrangères. Tout cela était là, à quelques pas. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de fuir cette maison. Il fallait trouver des gens pour qu'on la voie, pour qu'elle cesse d'être invisible. Elle a couru vers les maisons les plus proches, s'est arrêtée devant la première et a commencé à frapper, fort, sans chercher ses mots, juste en martelant la porte. Pas de réponse. Elle s'est précipitée vers la maison suivante, a frappé de nouveau le silence. Ce n'est qu'à la troisième porte que quelqu'un a ouvert. Il a tout compris avant même que Natacha ne disparaisse de sa vue. Pas à cause de cris ou de bruit. La cour était toujours silencieuse. La propriété, comme toutes les années précédentes, restait isolée de la rue. La clôture, les dépendances, la disposition de la maison rendaient ce qui se passait à l'intérieur pratiquement invisible pour les étrangers. De la rue, on ne pouvait pas voir qui se trouvait dans la cour et encore moins deviner ce qui s'y passait. Mais il a vu la direction. Natacha ne se dirigeait pas vers la maison ni vers le garage. Elle quittait la propriété, sans se retourner et sans attendre la permission. Pour lui, cela a suffi. Il a immédiatement compris que ce n'était pas une tentative ou un test des limites. C'était une sortie. L'homme n'a pas couru après elle, n'a pas crié, n'a pas cherché à l'appeler. Il n'a pas essayé de la rattraper et n'a fait aucun mouvement brusque. Il s'est simplement arrêté, pendant quelques secondes. Puis il s'est retourné et est parti dans l'autre direction, vers une sortie qui ne menait pas à la rue, mais s'en éloignait. Cela ne ressemblait pas à de la panique, mais à une décision prise instantanément et définitivement. Plus tard, les voisins se souviendraient l'avoir vu déjà en dehors de la propriété, pas dans la cour ni près de la maison, mais sur la route. Il marchait seul, sans se presser, avec sa méticulosité habituelle. Rien d'inhabituel, un homme marchant dans la rue un jour de semaine. Personne n'a vu Natacha à ses côtés et n'aurait pu la voir. À ce moment-là, elle était déjà entre les maisons, hors de vue, se déplaçant dans la direction opposée. Il a traversé les quartiers calmement et régulièrement, sans regarder en arrière ni accélérer le pas. Cela ne ressemblait pas à une fuite, plutôt à un déplacement le long d'un itinéraire choisi à l'avance. Son chemin le menait à la gare, un endroit qu'il connaissait. Là-bas, tout obéissait à des horaires. Il n'y avait pas besoin de s'expliquer ou de prendre des décisions complexes. Plus tard, cet itinéraire sera reconstitué grâce aux caméras, aux témoignages, aux coïncidences temporelles. À ce moment-là, personne ne comprenait encore ce qui se passait. Pour les passants, ce n'était qu'un homme ordinaire qui vaquait à ses occupations. Il n'est resté que peu de temps à la gare. La suite des événements a été connue par les communiqués officiels. L'homme s'est retrouvé sur les voies au moment où un train approchait. Toute aide était impossible. Tout s'est passé très vite. Le conducteur n'a pas eu le temps de réagir et les gens autour n'ont compris ce qui s'était passé qu'après coup. Ainsi, l'histoire s'est achevée sans aveu. Il n'y a pas eu d'interrogatoire, pas de procès, pas de mots qui auraient pu expliquer ou clarifier quoi que ce soit. Priklopil n'a pas leçé de lettres et n'a pas tenté de donner sa version des faits. Il a fallu chercher les réponses sans lui.
Ce qui se passait dans cette maison n'a été compris que plus tard, quand on a commencé à examiner les détails. Le soir du 23 août 2006, des voitures de police ont commencé à affluer vers la maison de la Rheinstraße. Pas tout en même temps, et pas avec les sirènes. D'abord des patrouilles ordinaires, puis la police criminelle de Basse-Autriche, et plus tard des spécialistes de l'inspection des lieux et des sites complexes. À cette heure, il était déjà clair qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, ni d'une inspection rapide. La maison devait être examinée entièrement, pas à pas, comme si on s'apprêtait à la lire, comme un livre, page par page. La rue a été bouclée sans bruit. On a dit aux voisins de rester chez eux. Personne n'a expliqué les détails ni posé de questions superflues. C'était une procédure de travail normale, où l'important est de ne pas attirer l'attention et de garder le contrôle de la situation. À l'intérieur, la maison paraissait telle que les voisins l'avaient vue pendant des années. Propre, calme, rien de superflu. La cuisine était rangée, les surfaces essuyées, les objets à leur place. On n'avait pas l'impression que quelqu'un avait caché quelque chose à la hâte. Au contraire, tout semblait indiquer que le propriétaire veillait toujours à ce qu'il n'y ait pas le moindre désordre. L'inspection a commencé par les pièces à vivre, pièce par pièce, sans précipitation. Et notant l'emplacement des meubles, des appareils, des effets personnels, des photos, des vidéos, des mesures ont été prises. Il ne s'agissait pas de chercher du sensationnel, mais de reconstituer la façon dont on vivait ici. Le garage a immédiatement attiré l'attention, non pas parce qu'il semblait suspect, mais parce qu'il s'intégrait trop bien dans le tableau général. Tout était rangé avec soin, les outils disposés, les étagères bien droites. Aucune trace de désordre, ni de réparation qui laisse habituellement des débris ou des imperfections. Un des agents a remarqué une incohérence dans les dimensions. D'après le plan de la maison et le volume réel du garage, il manquait quelques dizaines de centimètres. Une petite différence, facile à manquer si on ne compare pas les données. L'étagère a été déplacée. Derrière se trouvait une trappe encastrée dans le sol. Ni temporaire, ni artisanale. Camouflée de telle sorte qu'il était impossible de la remarquer lors d'une inspection normale. La surface ressemblait à une partie du sol en béton, sans poignée ni saillie. Sous la trappe, il y avait une lourde porte en métal. Les experts ont plus tard estimé son poids à environ 150 kg. Ce n'était pas une installation ordinaire, ni une improvisation. La porte fermait solidement et était conçue pour être impossible à ouvrir sans connaître le mécanisme. L'ouverture a pris du temps, avec prudence, en faisant appel à des spécialistes. Personne ne se pressait ni ne faisait de mouvements brusques. Il pouvait y avoir un danger en bas, et cela a été pris en compte. Derrière la porte commençait un escalier étroit. Lorsque les agents sont descendus, ils ont vu exactement ce qu'ils savaient déjà d'après le récit de Natacha. Il n'y a pas eu d'effet de surprise. Mais cela ne rendait pas la scène plus facile à voir. La pièce était petite, avec un plafond bas. Il était impossible de s'y tenir debout. Tout semblait avoir été utilisé non pas un jour ou une semaine. C'était un espace où quelqu'un avait séjourné pendant longtemps. L'inspection s'est déroulée en silence. Tout ce qui avait de l'importance était consigné. L'éclairage, la ventilation, l'emplacement des objets. Il n'y avait aucune trace de précipitation. Cet endroit n'avait pas été caché à la hâte. Il avait été construit et utilisé en toute conscience. Il est important de noter qu'à ce stade, la police n'essayait plus de vérifier une version. Elle ne faisait que confronter les faits, et presque tout coïncidait, dans les moindres détails, sans contradiction. Tard dans la soirée, le travail dans la maison était terminé. Le lieu a été entièrement documenté. La maison a été officiellement enregistrée comme le point central de l'affaire. Mais une chose manquait déjà à cette histoire. La personne qui aurait pu expliquer ses actions. La personne qui aurait pu être interrogée. La personne qui aurait pu entendre les accusations. Il ne restait que les faits, les documents et ce qui avait été trouvé à l'intérieur de cette maison. Dès les premiers jours d'août 2006, les principales investigations dans la maison de la Rheinstraße étaient terminées. Les inspections, les plans des lieux, les témoignages, les résultats des expertises, tout cela a été regroupé en un seul dossier et transmis au parquet de Basse-Autriche. L'enquête était officiellement supervisée par le parquet de Wiener Neustadt. C'est là que toutes les décisions juridiques clés dans cette affaire ont été prises. Le 8 août 2006, une ordonnance a été rendue,
mettant de fait un point final à l'affaire du point de vue de la loi. La procédure pénale est close en raison du décès du suspect. La formulation semble sèche et distante, mais derrière elle se cache une simple réalité. Il n'y aura pas de procès, pas d'audience, pas de réquisitoire, pas de verdict qui puisse être lu à voix haute. Le droit autrichien, dans de telles situations, ne laisse aucune marge de manœuvre. Si une personne ne peut pas comparaître devant un tribunal, la procédure s'arrête, même lorsque toutes les circonstances sont établies, même lorsque les preuves sont plus que suffisantes. Cependant, le travail avec Natacha ne s'est pas arrêté à ce stade. En août et septembre 2006, elle a été convoquée à plusieurs reprises pour témoigner. Il ne s'agissait pas d'interrogatoire public, ni d'audience judiciaire. Tout s'est déroulé dans le cadre d'actes d'enquête, sous le contrôle du parquet et avec la participation de psychologues judiciaires. Par une décision distincte du parquet, les données personnelles de Natacha ont été protégées. Dans les documents officiels, elle figurait sans son nom public. Cela a été fait délibérément pour la protéger de la presse et d'une attention excessive. À l'automne 2006, le tableau juridique était considéré comme entièrement établi. Le parquet a consigné que les circonstances étaient confirmées par l'ensemble des témoignages et des preuves matérielles. Du point de vue de la loi, l'affaire était définitivement close. L'ordonnance a été rendue. La procédure a été arrêtée. Les documents ont été versés aux archives. Il n'y a pas eu de procès, ni de dénouement public. Personne n'a lu l'acte d'accusation à la barre. La partie juridique de cette histoire s'est terminée discrètement et sans parole superflue. Après cela, une autre étape a commencé, non plus pénale. En 2007, les autorités autrichiennes ont décidé de lui accorder une indemnisation de l'État. Des versements ont été attribués à Natacha, en tant que personne ayant été maintenue pendant une longue période dans une situation d'isolement et de dépendance totale. Il ne s'agissait pas d'une somme symbolique, mais d'un réel soutien financier. En parallèle, un programme de réhabilitation a été mis en place. Aide médicale, accompagnement psychologique. Travail avec les services sociaux, sans délai strict ni approche formelle. La réhabilitation a été longue et s'est déroulée sans précipitation, sans caméra, sans entretien public, sans tentative de transformer son calvaire en une histoire pour les spectateurs. Une brève déclaration demandant qu'on la laisse en paix a été son dernier contact avec la presse. Plus tard, elle a changé de lieu de résidence et de nom. Ce n'était pas un désir de disparaître, mais le droit à une vie ordinaire.